Bonjour tout le monde, c'est Amadou Guissé, professeur d'histoire et de géographie au lycée du Niamey de Ziguinchor et ingénieur technopédagogue. Voilà, aujourd'hui, je m'en vais vous expliquer la leçon sur la relation est-ouest de la guerre froide à la chute du mur de Berlin. Donc, oui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde va connaître de vives tensions qui opposent deux blocs, le bloc est socialiste chapeauté par l'Union soviétique et un autre bloc, c'est un bloc ouest capitaliste dirigé par les États-Unis. Les deux blocs s'opposent sur tout. Donc les tensions vont continuer, vont commencer à partir de 1947 et vont continuer jusqu'aux années 1990. On parle de bipolarisation. Voilà, déjà, bon, la première partie qu'on va traiter, c'est celle allant de la rupture jusqu'à la guerre froide, 1943-1947. Évidemment, lors de la conférence de Potsdam, les membres de la Grande Alliance vont étaler leurs divergences. On l'a dit, lors de la conférence de Potsdam, la conférence a failli même se terminer en queue de poisson. Pour la première fois, on va noter des désaccords intenses, une mésentente totale entre le bloc pas le bloc, mais les anglo-américains, parce qu'il n'y avait pas encore de bloc, les anglo-américains d'une part et d'autre part, on a l'Union soviétique. Donc la rupture commence à s'annoncer. En 1946, le premier ministre britannique Churchill se rend aux États-Unis et dénonce ce qu'il appelle le rideau de fer. Donc pourquoi? Parce qu'il a constaté que l'Europe centrale et orientale est socialiste alors que l'Europe occidentale donc, est capitaliste. Et pour lui, donc, le seul responsable de cette situation, c'est Churchill. Autant pour moi, c'est Staline qui a imposé des régimes communistes partout en Europe centrale et orientale. En 1947, la rupture est devenue effective. On va noter à partir de ce moment l'apparition de deux blocs qui s'opposent. On verra ça. Donc la formation des blocs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc apparaissent deux blocs opposés sur les plans idéologiques, politiques, économiques et militaires. Sur le plan idéologique, évidemment, on a deux systèmes qui s'opposent. Le système socialiste, système soviétique, évidemment, appliqué en Union soviétique. Et le système socialiste met l'accent sur ce qu'on appelle l'égalité. Donc, c'est l'État qui gère les entreprises et doit en faire en sorte de mettre sur pied une société égalitaire. C'est la propriété collective et ce système s'oppose au système américain capitaliste qui met l'accent sur la liberté d'entreprendre, la libre concurrence. L'État se met en dehors des affaires économiques. Au plan politique, oui, la doctrine de Truman, le 12 mars 1947, Truman, le président américain de l'époque, met sur pied une doctrine. C'est-à-dire qu'il fait un discours et dans le discours, il annonce une intention de combattre l'extension du communisme dans le monde. C'est la doctrine de Truman qu'on appelle aussi containment, qu'on appelle aussi politique d'endiguement. Quelques années plus tard, au début des années 50, une autre doctrine va toujours naître à l'Ouest, c'est ce qu'on appelle le macartisme, du fait d'un sénateur américain, Joseph McCarthy. Donc à l'Ouest, on va noter la mise sur pied de deux doctrines, la doctrine de Truman et le macartisme. À l'Est, oui, là aussi, on va répondre. On va répondre en mettant sur pied ce qu'on appelle la doctrine de Zhdanov qui considère le bloc occidental comme un bloc antidémocratique, comme un bloc impérialiste. Et pense que le meilleur bloc, c'est le bloc de l'Est, un bloc démocratique et anti-impérialiste. Toujours à l'Est, on met sur pied ce qu'on appelle le Communforum, un organe de liaison de tous les partis communistes du monde. Au plan économique, ce qui se passe, c'est qu'à l'Ouest, on crée le plan Marshall pour organiser le développement des pays de l'Ouest. C'est une proposition d'un général américain du nom de George Marshall le 5 juin 1947. L'objectif, c'était d'aider les pays européens en difficulté. On est en 1947, 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, et l'Europe était très affectée par la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un objectif qu'on n'a pas dit haut, c'est surtout l'endiguement du communisme. L'objectif, c'est d'endiguer l'expansion du communisme. Malheureusement, le plan Marshall a été rejeté par les pays de l'Europe centrale et orientale et accepté quand même par 16 pays qui acceptent le plan Marshall. On met en place une organisation chargée de gérer les points du plan Marshall, c'est l'Organisation européenne de la coopération économique. Et de l'autre côté, à l'Est,
on fonde ce qu'on appelle le Conseil d'assistance économique et mutuelle en 1949. Voilà. L'objectif aussi, c'était de dynamiser le développement économique donc des pays donc, de l'Est, de l'Europe centrale, orientale, plus l'Union soviétique. Au plan militaire, oui, plusieurs alliances de créées, plusieurs alliances à l'ouest, attention. On a l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, on a l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, on a le pacte de Bagdad au Moyen-Orient, on a le Conseil du Pacifique au niveau de l'Océanie sous l'influence des Américains. C'est-à-dire les Américains vont tisser des relations militaires avec plusieurs régions. La plus importante alliance militaire, c'est surtout l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. À l'Est, il y a une seule alliance militaire qui a été mise sur pied par l'Union soviétique et les pays de l'Europe centrale et orientale, c'est ce qu'on appelle le Pacte de Varsovie. Après donc la formation des blocs, la rupture de la formation des blocs, on va assister à des crises, c'est-à-dire des affrontements, des manifestations même de la guerre froide. La première crise de Berlin, la première crise a eu lieu en Allemagne, évidemment, devant l'impossibilité de trouver une solution sur la question de l'Allemagne. Donc, les pays, les partis qui sont situés à l'Est, parce que l'Allemagne était divisée en 4 zones d'occupation, la France, l'Angleterre et les États-Unis ont décidé de fusionner leurs zones d'occupation et de créer ce qu'on appelle la trizone, ce qui crée la colère de Staline, qui crée le blocus le 24 juin 1948, ce qu'on appelle le blocus de Berlin, pour empêcher donc à la trizone, donc ces puissances, d'accéder à Berlin-Est, parce que Berlin aussi était divisé en 4 zones d'occupation, la capitale. Donc la partie ouest appartenait donc à la trizone. Donc pour empêcher leur accès à Berlin-Ouest, donc ils ont créé un blocus. Voilà. Mais ils vont créer ce qu'on appelle un pont aérien. Donc des avions qui vont entrer en contact avec, pour leur permettre d'entrer en contact avec les populations de Berlin-Ouest. Voilà. Finalement, le 12 mai 1949, Staline est obligé de lever le blocus. Malheureusement, la crise aura des effets. Oui, la scission de l'Allemagne en deux, la RFA, constituée donc de ces zones françaises, américaines et britanniques, et de l'autre côté, la RDA, aussi constituée de la zone soviétique. Donc jusqu'en 1990, donc on aura deux Allemands, la RFA et la RDA. Voilà. Il y aura aussi la guerre de Corée, une crise entre 1950 et 1953, parce que la Corée était divisée en deux par le 38e parallèle nord. Après le départ des Japonais, le nord est envahi par l'Union soviétique. Bon, l'Union soviétique occupe le nord, les États-Unis occupent le sud. Donc les deux parties sont séparées par le 38e parallèle nord. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud grâce à l'aide donc de Staline. Les Américains font condamner l'agression, évidemment, donc par l'ONU, parce qu'à l'époque, l'Union soviétique menait ce qu'on appelle une politique de la siège vide. Les Américains en profitent pour faire condamner l'agression par l'ONU. L'ONU a envoyé bien des troupes, évidemment, mais attention, la plupart des soldats, c'est des soldats américains. Et le général qui gérait la mission, c'est le général McCarthy, le général américain, évidemment. Donc finalement, les Américains et l'ONU réussissent quand même à repousser les Nord-Coréens. La Chine entre dans la danse. En 1951, donc la guerre a atteint des proportions inquiétantes. Heureusement, après le décès de Staline, ils ont trouvé une issue lors de ce qu'on appelle les accords de paix signés à Panmunjom. Donc le 27 juillet 1953, c'est la fin de la guerre de Corée. Et chacun rejoint sa zone d'occupation. Donc toujours, donc, la frontière revient au niveau de donc, du 38e parallèle nord. Et jusqu'à présent, donc, la Corée est divisée en deux entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a eu d'autres crises en Chine qui opposent Chiang Kai-shek, soutenu donc par les Américains. Et de l'autre côté, on a Mao, soutenu donc par l'Union soviétique. Mao remporte la victoire et crée ce qu'on appelle la République populaire de la Chine. Et il y a aussi la guerre d'Indochine, qui oppose une puissance coloniale, la France, soutenue par les Américains, et donc le Viet Minh,
donc, qui est donc au mouvement indépendant pendant 10 ans. Malheureusement, les Français donc, sont des faits, ils sont obligés de quitter l'Indochine et d'accorder l'indépendance. Il y a aussi la guerre civile en Grèce, il y a aussi le coup de Prague. Tout ça, ce sont des crises qui se sont manifestées lors de cette première période qu'on appelle la guerre froide. Voilà, en grosso modo, ce qu'on pouvait retenir. Il y a eu une rupture de la Grande Alliance, malheureusement. C'est ce qui était amis lors de la Deuxième Guerre mondiale vont devenir des ennemis et diviser le monde en deux blocs opposés, économiquement, politiquement et militairement, et même idéologiquement. Voilà. Ensuite, il y a eu des crises donc, qui vont opposer les deux grandes dans plusieurs pays. D'abord, on a la crise de Berlin, la guerre de Corée, il y a ici d'autres crises en Chine, en Indochine, donc en Grèce, mais aussi en Tchécoslovaquie. Voilà donc ce qu'on peut retenir par rapport à la première partie. La prochaine fois, on parlera du rapprochement, donc on parlera de la période de la coexistence pacifique et de la détente.